Vous regardez New World Info, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le plateau de décryptage au Tchad. L'opposant et ancien Premier ministre Succès Masra, en détention depuis une quarantaine de jours, a annoncé dans une lettre adressée à ses partisans du parti Les Réformateurs entamer une grève de la faim. Pour rappel, le président du parti Les Transformateurs est poursuivi notamment pour incitation à la haine. Il est accusé d'être le commanditaire du massacre de Mandakao. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Plus d'un mois après son arrestation, l'opposant Succès Masra annonce entamer une grève de la faim, un moyen pour lui d'appeler à l'aide. Pas seulement d'appeler à l'aide, mais quand quelqu'un est emprisonné, il remet en cause les éléments pour lesquels on l'a emprisonné. Dans un pays normal, il revient à ses avocats de faire le travail qu'il faut pour qu'il soit jugé ou qu'il obtienne une liberté provisoire, etc. Puisqu'il y a toute une pléiade de possibilités sur le plan juridique. Est-ce qu'au Tchad, on peut parler d'une justice indépendante? Et certainement, c'est parce qu'il ne croit pas du tout pouvoir trouver une solution à travers ses avocats, à travers une justice indépendante, qu'il utilise ce moyen de lutte que moi je n'apprécie pas. Quand Sonko le faisait, je disais la même chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec la grève de la faim. La personne peut y perdre la vie. Quand ça n'aboutit pas à la mort, la personne peut se retrouver avec des séquelles sur le plan médical qui sont terribles. Pour moi, le problème fondamental, c'est est-ce que parce qu'on est opposant, on n'a pas le droit de prendre la parole, on n'a pas le droit de critiquer un pouvoir, on n'a pas le droit de se prononcer sur ce qui se passe dans son pays. C'est ce problème fondamental qu'il faut régler dans une bonne partie des pays africains, y compris au niveau du Tchad. Est-ce qu'on peut continuer à accepter que dans des pays, on accepte que l'opposition existe, à condition qu'elle soit faible? Quand l'opposition veut être forte, il faut trouver le moyen d'éliminer physiquement l'opposant. À défaut de l'éliminer physiquement, il faut le mettre en prison. Et ça crée cette situation, il se sent seul, les éléments que normalement le droit lui donne pour se battre ne lui sont pas véritablement accessibles. Et dans nos pays, ils sont capables de t'oublier là-bas. Je ne dis même pas te juger, te condamner. Ils sont capables de t'oublier là-bas, de ne pas te juger du tout. Mais en ce moment, il a raison de faire une sorte de communication, aussi bien destinée au Tchad, au niveau national qu'au niveau international, pour rappeler aux gens qu'un opposant se trouve en prison et que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été jugé pour mériter de rester en prison. Parce que 40 jours déjà pour une détention préventive, est-ce que ce n'est pas trop? Et arrêté donc le 16 mai dernier, Succès Masra est poursuivi, je le disais, par la justice pour incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées. Mais où en est sur le plan juridique? Où est-ce qu'ils en sont actuellement? En fait, sur le plan juridique, on n'est pas allé loin. On n'est pas allé loin parce qu'il y a deux soucis ici. Ce que l'on présente comme étant une preuve est un enregistrement qui date de 2023. Il a été arrêté en 2025. Je crois qu'il y a déjà ce décalage qu'il faut résoudre. Parce que pour le moment, l'enregistrement dont on parle partout, c'est un enregistrement qui date de 2023. Bien sûr, qui coïncide avec un contexte où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à Mandakao, il y a eu des affrontements intercommunautaires. Des Peuls, précisément, ont été massacrés. Il y en a eu pratiquement 42 morts. Et lui, il fait partie de ce qu'on appelle les Gambaye. C'est le groupe communautaire auquel il appartient. Et c'est ceux qui étaient en train de s'affronter avec les Peuls. Lui, en tant que leader politique, qu'il appartienne aux Gambaye, qu'il appartienne aux Peuls ou pas, il n'y a rien de plus normal qu'il puisse prendre la parole pour parler quand il y a 42 morts dans son pays. Parce qu'il appartient à un des groupes belligérants, il n'a pas le droit de prendre la parole? Est-ce que quand il prend la parole en appartenant à un des groupes belligérants, cela signifie que c'est lui qui a suscité les morts? Parce que quand on regarde ce dont on l'accuse, c'est cela. Ils sont très clairs dans l'accusation. Ils parlent de constitution et complicité de bandes armées, c'est-à-dire clairement, pour parler un français facile, c'est lui, Succès Masra, qui a mis en place
C'est ça la constitution des bandes armées, et ce sont ces bandes armées qui sont allées faire ce massacre. Difficile quand même pour le moment d'y croire, sauf si on nous apporte des preuves concrètes prouvant cela. Sans oublier ce que j'ai dit, ces massacres ont eu lieu, nous sommes en 2025, ce qu'on lui reproche comme discours, il l'a tenu en 2023. Et il revient à un tribunal justement d'y voir plus clair. Et pour faire pression, donc l'opposant a choisi donc d'observer une grève de la faim dans un Tchad actuel. Quel impact cela peut avoir? Mais ça peut avoir toutes sortes d'impacts, puisque c'est quelqu'un qui, parce qu'en fait, il a écrit une très longue lettre. Hein. Quand j'ai lu, dans les médias, ce qu'on a montré était très réduit. Quand j'ai essayé de lire, il est revenu sur tout, c'est-à-dire son combat, toutes les difficultés qu'on lui a créées durant son combat, jusqu'à son emprisonnement. Parce que ce n'est pas seulement le dernier événement qu'il évoque au niveau de la lettre. Maintenant, ce que ça peut entraîner au Tchad sera en relation avec qui Succès Masra peut mobiliser aujourd'hui. Certainement son parti, les transformateurs. Est-ce qu'il est capable de mobiliser au-delà des transformateurs? Parce que quand il annonce la grève de la faim, quand on voit ce qu'il a écrit, comme je disais, il ne réduit pas la grève de la faim à sa propre personne. Pas du tout. Il fait comme s'il faisait cette grève pour tout le monde. Parce que dans le texte, il dit, il fait la grève pour libérer les énergies de ce peuple qui est prisonnier d'injustice et d'inégalité. Il précise même à un certain moment que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour sa propre personne qui n'est pas véritablement importante, il ne le fait pas pour ses intérêts, mais il le fait pour une cause pour laquelle il s'est battu depuis le départ. C'est-à-dire ici, il fait la grève, mais pas pour pouvoir être libéré de prison, tout simplement. Donc, il y a une sorte d'appel du pied aux autres Tchadiens pour que ceux qui veulent lutter contre l'injustice, comme il le dit, ceux qui veulent lutter contre l'inégalité, s'associent à ce combat, certainement au-delà de ses partisans au niveau des transformateurs. Mais n'oublions pas qu'il a eu des problèmes avec l'opposition. Quand pour retourner au Tchad, il a signé, je ne sais pas s'il faut l'appeler un contrat, parce que personne n'a vu. L'opposition s'était fâchée, avait demandé qu'on dise clair sur quelles sont les conditions de son retour au niveau du Tchad. Rien n'a été vu. Il y a eu certainement des accords. Oui, des accords ont été signés. Mais pire, il est allé rentrer dans un gouvernement pour quelques mois. Et tout ça, il l'a fait en total désaccord avec la coalition de l'opposition avec laquelle il était au niveau de Wakil Tama. Maintenant, est-ce que cet appel à l'échelle nationale pourra avoir l'écho que lui, il cherche? Ce n'est pas évident. Si les gens se battent pour des principes, ils doivent pouvoir l'écouter. Parce qu'il n'est pas normal qu'on emprisonne un citoyen, quel qu'il soit, sans qu'il n'y ait des raisons valables pour lui faire perdre sa liberté. Succès Masra, donc arrêté le 16 mai, aurait déjà été entendu au moins une fois par un juge. Sur le plan politique, ses partisans, les réformateurs exigent sa libération. Est-ce qu'il pourrait y avoir un dialogue? Il doit y avoir un dialogue si on veut résoudre le problème sur le plan politique. Si on veut résoudre le problème sur le plan juridique, quand on parle de juridique, il n'y a pas de dialogue là-bas. On a des preuves, il est coupable, il est condamné. On n'a pas de preuves, il est innocent, il est libéré. Et tout ça, il faut un procès pour déterminer. Voilà. Pas seulement un procès, mais surtout une justice indépendante qui dise le droit, rien que le droit, puisque comme on le dit d'habitude, quand la politique vient se mêler au droit, quand la politique rentre au tribunal par la porte, le droit sort par la fenêtre. Ce qui va se passer après, ce n'est plus du droit. Donc il y a cette réalité qui est là, qui fait que maintenant, si ces partisans parviennent à mobiliser, souvent c'est ça qui amène le dialogue. Quand vous regardez dans beaucoup de nos pays, quand l'État essaye d'utiliser le droit en l'instrumentalisant pour des raisons politiques, pour empêcher à des gens d'être candidats, pour mettre des gens en prison parce que ces gens la dérangent, c'est quand il y a des manifestations très fortes qui commencent à poser problème à l'État, que l'État laisse le côté juridique pour aller vers des négociations, pour qu'on ait, comme on le dit tout le temps, une certaine stabilité,
un certain apaisement, etc. Mais est-ce qu'on a besoin d'attendre que tous nos pays soient secoués d'abord pour aller chercher encore l'apaisement? Si nous voulons que nos pays restent apaisés, ce n'est pas compliqué. Qu'on laisse la justice faire son travail correctement, qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures, qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les citoyens du pays, etc. Mais vous n'avez jamais vu un pays où on respecte les droits de tout le monde et les gens se lèvent pour se battre en disant qu'ils réclament des droits qui sont respectés. Et les violences intercommunautaires s'intensifient dans plusieurs provinces malgré donc les appels locaux, notamment à Mandakao. Quelles sont les réponses gouvernementales à cette situation? La réponse ne semble pas être satisfaisante puisque vous dites que ça se répète. Dans cette zone, ce n'est pas la première fois. C'est pourquoi on rappelle que c'était en 2023. Dans d'autres zones au Tchad, on le voit. Mais cette affaire de conflit entre des éleveurs et des agriculteurs mais n'est pas une spécialité du Tchad. On l'a vu un peu partout, dans beaucoup de pays en Afrique. La réponse est connue. L'agriculture ne peut pas aller avec l'élevage. Dans tous les pays du monde, on fait deux choses. Il y a un chemin qu'il faut laisser pour que les troupeaux puissent quitter leur lieu d'habitation pour aller au pâturage. Parce que c'est cette forme d'élevage que nous faisons. Ce n'est pas un élevage. Un couloir de transhumance. C'est ce qu'on appelle. Oui, c'est ça, un couloir. On appelle ça des couloirs de passage. Parce que si vous ne laissez pas les couloirs de passage, quand les animaux passent par un champ, mais je ne vois pas quel berger peut empêcher à ces animaux de manger ce qui a été cultivé dans le champ. En plus du couloir par lequel ils passent, il faut que des espaces soient laissés sans culture pour qu'il y ait de l'herbe. Parce que c'est avec ça que ces animaux se nourrissent. Mais est-ce que cela est difficile à régler? Mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Il y a des gens qui l'ont fait, il fut un temps, qui ont permis dans leur zone qu'il y ait une certaine stabilité en appelant les paysans, en appelant les éleveurs pour leur dire, attendez, on a le même espace, chacun en a besoin, partageons l'espace. Ils sont même allés plus loin en montrant aux gens qu'attendez, quand on a fini de cultiver, nous avons même intérêt à ce que les animaux viennent manger le reste de nos récoltes. On ne sera pas là à les enlever. Mais en plus, quand ils vont passer par nos champs, c'est du fumier dont on va profiter pour les autres cultures. Donc, non seulement ils n'ont pas à s'opposer, mais il y a une certaine façon de le faire même. Il y a une certaine complémentarité qu'on peut créer entre les agriculteurs et les éleveurs. Chacun va trouver son compte dans une collaboration qui est faite sur des bases très claires. Et le sud du pays, d'où tu es originaire, Succès Masra, est régulièrement en proie à ces conflits entre éleveurs et agriculteurs. Oui, quand vous regardez dans la presse tchadienne, ils accusent des responsables locaux, ils accusent plusieurs personnes de complicité. C'est curieux que ce soit Masra seulement qui soit pris. Parce qu'il y a des noms qui sont cités au niveau des médias du Tchad, des responsables traditionnels, tout comme des responsables locaux, en considérant que ces gens connaissaient la situation et les mesures qu'il fallait n'avaient pas été prises auparavant. Et quand il y a eu des problèmes également, les mesures qu'il fallait prendre au bon moment, ces mesures n'avaient pas été prises. Mais c'est Masra seulement qu'on a pris. C'est pourquoi j'ai parlé d'inégalité, de justice à deux vitesses, etc. Mais tant qu'on sera dans ça, ces conflits ne vont jamais s'arrêter. Quand il y a des conflits également, il faut qu'on arrête de faire du saupoudrage. On appelle les gens, on amène un ministre qui vient, on dit les deux parties s'entendent, on montre à la télé, on se serre la main, chacun s'en va. Alors qu'en réalité, sur le terrain, absolument rien n'a été réglé. C'est juste pour faire de la communication, pour dire que c'est fini. Et la preuve que ce n'est pas fini, vous allez revoir le même problème dans le même endroit, puisque les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Et comment la communauté internationale, la société civile tchadienne ou encore les organisations de défense des droits de l'homme ont réagi face à cette annonce de l'opposant d'observer une grève de la faim? Vous avez ici des gens qui, en principe, défendent des principes. Quand on défend des principes, on ne regarde pas Succès Masra comme un opposant, on le regarde comme un citoyen tchadien. Et quand on défend les droits de l'homme, on essaye de voir de son arrestation, son séjour en prison, jusqu'à ce qu'il fasse 40 jours là-bas, est-ce que ses droits ont été respectés ou pas? Et c'est sur cette base que les gens se prononcent sur la base de principes. Malheureusement, on ne veut pas l'entendre de cette oreille. Quand il se prononce, dès que c'est défavorable au pouvoir en place, dès que c'est défavorable au système juridique, on dit voilà, c'est des gens de l'opposition qui parlent, alors que quand on parle de droits de l'homme, il y a des principes sur lesquels on se fonde pour dire c'est respecté ou ce n'est pas respecté. Ça n'a rien à voir avec la personne elle-même qui pourrait en profiter.
Et c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez, ces organisations disent non, parce que la façon dont il a été arrêté, le fait que les événements dont on parle, le discours qu'on lui reproche date de 2023, les gens s'interrogent sur comment on peut prendre un discours de 2023, considérer que ce discours de 2023 est responsable de ce qui se passe en 2025. Et quelles seraient, selon vous, les solutions ou démarches possibles pour sortir de cette crise au Tchad? En fait, il y a deux possibilités. Soit que le Tchad veut fonctionner comme une république. En ce moment, Masra, qu'il soit opposant, qu'il soit ancien ministre, qu'il soit citoyen ordinaire, il doit pouvoir aller devant la justice, se défendre. Et qu'on dise le droit, rien que le droit. S'il est coupable, il est condamné. Pas comme opposant, mais comme citoyen. Mais s'il est innocent, il est libéré également. Pas comme opposant, mais comme citoyen. C'est le meilleur chemin dans un pays pour que les gens sachent que dans ce pays, la justice existe. Elle est là pour tout le monde. Elle n'est pas là pour un groupe contre un autre groupe. Mais on dirait que pas grand monde au Tchad ne croit à cela. D'ailleurs, quand vous voyez la démarche qui consiste à annoncer la grève de la faim de façon à ameuter la presse nationale et la presse internationale, ça montre déjà que ces gens ne pensent pas qu'à travers le chemin de la justice, on peut pouvoir obtenir une solution. Mais en ce moment, ce qui est recherché, c'est ce qui commence à se faire. Vous avez des organisations de la société civile qui dénoncent. Vous avez la communauté internationale qui dénonce de deux manières, parce que les gens pensent que ces gens dénoncent toujours à voix haute. Non, ces gens dénoncent à voix basse. Ces gens envoient également des notes en disant au président, attendez, ça c'est trop, nous sommes avec vous, mais dans une telle situation, vous nous mettez dans l'embarras, vous nous avez promis après la transition qu'on se retrouvait dans un état de droit, tel et tel aspect sont contraires à ce qui a été dit. Et ça crée une certaine pression que les gens ne voient pas et qui parvient parfois à obtenir des résultats. Et sur le plan politique, vous estimez qu'il est important de tenir un dialogue national? Mais c'est indispensable. Il faut que dans nos pays, que les politiques se parlent. Et quand je dis les politiques se parlent, au Tchad actuellement, il y a quelle élection en jeu? Les élections sont déjà passées, la présidentielle, les législatives, tout est passé. C'est le bon moment pour que les gens s'asseyent, pour parler politique par rapport au pays. C'est le bon moment même pour s'entendre sur le processus électoral alors qu'on n'est pas en face des élections. On ne sait pas qui va être candidat, on ne sait pas qui va être candidat. On peut faire quelque chose qui sera là pour celui qui sera candidat. Parce que quand on attend qu'on connaisse les candidats, vous allez voir une opposition entre les candidats au moment où il va falloir discuter sur, on fait, comment on l'appelle encore, un bulletin unique ou des bulletins séparés, parce que chacun verra où se trouve son intérêt. Il défendra son intérêt au lieu de défendre un principe. Alors qu'avec un dialogue serein, mais on met en place des mécanismes qui permettent, quand il y aura élection, de ne pas se mettre à discuter encore sur des choses qui ont déjà été réglées. Ce n'est pas la seule question électorale qui mérite d'être discutée. Pourquoi dans nos pays, on ne s'assoit pas pour discuter de la question économique? Est-ce que dans nos pays, tout se résume à l'élection? Mais non. Un de nos plus gros problèmes, c'est ce développement économique derrière lequel on court depuis plus de 60 ans et on n'y parvient pas. Est-ce qu'il ne faut pas créer des cadres où ceux qui ont des idées, ceux qui ont des compétences peuvent s'asseoir, regarder en face ce que l'on propose pour le pays, le critiquer, aller dans le sens de l'améliorer. Parce que quand on le fait, c'est pour les Tchadiens. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que quand on est opposant, on ne doit pas parler au pouvoir. Quand on est au pouvoir, on ne doit pas s'adresser à l'opposition. Les gens doivent pouvoir s'asseoir sur des intérêts nationaux si véritablement, comme ils le disent, ce qu'ils font, ils le font pour le peuple. Maintenant, quand ils le font pour des intérêts particuliers, effectivement, il devient difficile qu'ils s'asseyent pour discuter de l'intérêt général. Merci, Maman de Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.